Bonjour, je vais donc vous parler aujourd'hui de la carrière d'Hélène Boucher. Alors Hélène Boucher est née en 1908 à Paris et elle a séjourné assez régulièrement à Boigneville. Boigneville, c'est un hameau de Yermenonville, une petite commune située à une vingtaine de kilomètres d'ici. Alors ses parents avaient une maison de campagne et ils venaient régulièrement en fin de semaine et en vacances. Et puis ils ont séjourné un moment relativement important, au moment de la guerre de 14, très exactement en 1918, pour se protéger des bombardements à Paris. Ce qui fait qu'Hélène Boucher a fréquenté l'école de Yermenonville. Donc c'est une personnalité qui a laissé un souvenir dans le village relativement important. Alors quand elle est décédée en 1934, et sa nièce, donc la fille de son frère, a vendu la maison vers 2006 à peu près et a donné à la commune de Yermenonville tous les objets personnels et tous les documents, tous les papiers qui étaient conservés dans la famille. Donc c'est grâce à tous ces documents que notre association, les Amis de Yermenonville, nous avons pu trier, répertorier, faire des recherches complémentaires et être à même de retracer dans le détail la carrière d'Hélène Boucher. Voilà, donc je vais vous présenter un certain nombre d'éléments aujourd'hui. Alors, je vais commencer par le point culminant de sa carrière, quand elle est devenue vraiment très célèbre. Alors, elle est devenue très célèbre en 1934, lorsqu'elle bat le record féminin mondial, le record mondial féminin de vitesse à 445 km/h. Donc c'était vraiment une prouesse à l'époque. Alors on va regarder une petite vidéo, c'est un montage, tout n'est pas d'époque, mais donc on voit là le Caudron Renault Rafale, c'est donc l'avion sur lequel elle a gagné ce record mondial, donc numéro 13. Et donc, pas mal de monde assiste à cette prouesse. Donc, elle va s'élancer et c'est un record sur une base rectiligne 3 km. C'est-à-dire, elle va faire 3 km dans un sens, 3 km dans l'autre et 2 fois de suite. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont faites, relativement précises. Et ensuite, donc, elle bat ce record du monde. Et là, elle a une notoriété absolument énorme. Et c'est cette notoriété qui va vraiment la faire en sorte qu'elle soit connue et qu'elle reste connue pendant très très longtemps. Voilà. Alors, elle a battu d'autres records à ce moment-là. Le 8 août, un record sur 1000 km, un autre sur 100 km. Et donc, vous voyez, le 10 août, sur la page précédente, je vous parlais du record du 11 août. Mais le 12 août, elle bat un premier record à 428 km/h. Donc, on a une différence entre ce record du 10 août et celui du 11 août de 17 km/h. Comment a-t-elle pu, d'une journée sur l'autre, réussir à améliorer ce record ? Alors, elle le fait avec le Caudron Renault Rafale. Donc, c'est cet avion qu'on voit dessiné ici. Alors, cet avion est un avion qui est conçu pour la vitesse. Donc, c'est une association des frères Caudron. Les frères Caudron sont des concepteurs d'avions qui étaient basés à Rue, près de la baie de Somme, et qui ont monté une école de pilotage au Crotoy. Et ils se sont associés avec Renault qui fabrique les moteurs. Donc, vous remarquez que sur cet avion, le cockpit est très très en arrière. Ce qui expliquera que quand Hélène Boucher est dans le cockpit, elle ne voit quasiment rien de ce qui se trouve devant elle, ce qui va poser quelques problèmes. Alors là, on voit le même avion, mais cette fois-ci en vrai, en photo. Et on voit que cet avion, finalement, n'est pas très très grand.
bien qu'il fasse un avion pour la vitesse, mais il n'a pas beaucoup d'envergure. Alors, que se passe-t-il pour ce record à Istres? Donc, c'est un record, je l'ai dit, sur 3 km, base rectiligne 3 km. À chaque à chaque extrémité des 3 km, vous avez un mât, et donc le pilote doit circuler entre les deux mâts distants de 3 km. Mais comme je l'ai dit, quand elle est dans le cockpit, elle ne voit rien devant. Donc, le 10 août, pour pouvoir faire son exploit, elle va être obligée de louvoyer, c'est-à-dire faire un petit peu comme ceci, pour être sûre de repérer le mât qui est devant elle, ce qui lui fait perdre du temps. Donc, le lendemain, elle va, enfin, on les voit bien avec la flèche, elle va faire poser des fanions sur le côté de la piste, à plusieurs endroits. Et donc, ça va lui permettre de se repérer par rapport aux fanions et d'aller tout droit et de gagner comme ça 17 km/h de plus. Voilà donc son record. Alors là, on voit un petit peu plus en détail les différentes mesures qui ont été prises, comme on l'a vu dans la vidéo. Donc, les mesures, les 4 mesures, une dans chaque sens et puis il y a 2 allers-retours. Et on voit bien que dans un sens, ça va plus vite que dans l'autre, puisque, évidemment, quand le vent pousse l'avion, ça va plus vite, et dans l'autre sens, ça ralentit. Mais la moyenne, donc, 445 km/h, et c'est le record féminin mondial de vitesse, donc le 11 août 1934. Voilà, donc Hélène Boucher, à ce moment-là, est vraiment très célèbre, quasiment dans le monde entier. Alors, comment est-elle arrivée à cette prouesse et à devenir aussi célèbre? Elle va donc apprendre le pilotage. Alors, Hélène Boucher, c'est une jeune femme qui est une jeune femme sportive et indépendante. Elle va apprendre assez rapidement à conduire. Alors, à conduire, elle a eu son permis voiture à 16 ans. Et elle aime beaucoup emprunter la moto de son frère aîné. Et d'ailleurs, elle va de temps en temps, en douce, on dirait, faire des tours dans la campagne à Ermenonville. Et on nous a raconté que la personne qui tenait la petite station essence au centre du village, elle venait faire le plein avant de rentrer chez elle pour ne pas se faire repérer. Donc ça a laissé des souvenirs dans le village. Alors donc elle est sportive, elle aime rouler, mais elle est aussi attirée par les avions et elle va aller à l'aide d'un ami à Orly pour passer un baptême de l'air sur un Gypsy Moss. Quand elle va à Orly, elle y va relativement souvent par la suite parce que ça lui a beaucoup plu, ce baptême de l'air. Et elle est d'une nature assez ouverte et elle attire souvent la sympathie. Et elle va nouer pas mal de contacts avec les pilotes, les mécaniciens. Et elle va y rencontrer Henri Farbos. Donc Henri Farbos, c'est un industriel qui a fondé, avec d'autres, l'aéroclub des Landes. C'est le premier président de cet aéroclub. Et Henri Farbos, à un moment donné, va indiquer qu'il offrira une bourse de 1500 francs à la première femme qui viendra passer son brevet de pilote à Mont-de-Marsan. Donc Hélène Boucher, ayant appris cela, va évidemment tout faire pour essayer d'être la première femme à passer son brevet de pilote à Mont-de-Marsan. Alors, des réticences dans la famille, bien sûr, une jeune fille qui part comme ça. On est en 1931. La famille Farbos, enfin Madame Farbos, va indiquer aux parents d'Hélène qu'elle sera logée dans la famille et donc elle pourra partir en toute sécurité. Donc la voilà partie à Mont-de-Marsan. Alors voilà un petit aéroclub à Mont-de-Marsan, il est ouvert depuis peu de temps. Et on y voit sur une piste herbeuse un certain nombre d'avions.
Alors en fait, cette piste herbeuse se trouvait au centre de l'hippodrome. C'est-à-dire la piste d'aviation était l'intérieur de la barrière de l'hippodrome. Alors les photos que vous voyez sont des photos de l'hippodrome actuellement. Il n'était pas dans cet état à l'époque, mais la piste reste la même et sur des photos d'avion, on peut reconnaître la piste telle qu'elle était à l'époque. Alors on voit là Hélène Boucher posant devant un avion Gilles Simos. Donc c'est le même genre de celui sur lequel elle a fait son baptême de l'air. Et c'est sur celui-là qu'elle va apprendre à piloter à Mont-de-Marsan. Alors, on continue avec des éléments pendant son apprentissage. Alors là, on la voit entourée, donc à sa gauche, il y a Henri Lyotet, c'est son moniteur. Elle l'avait déjà rencontré à Orly, où il était chef pilote adjoint. Et là, il est devenu chef pilote à Mont-de-Marsan, et puis 2 autres pilotes apprentis. Alors, les choses se passent bien à Mont-de-Marsan, et elle écrit beaucoup de lettres à ses parents, et que c'est vraiment un moment de bonheur et d'enthousiasme. Alors, nous avons retrouvé dans toutes les archives données par la famille un certain nombre de lettres d'Hélène Boucher à ses parents. Alors, je vais vous lire un petit extrait d'une lettre à sa mère. « Ma petite mère chérie, es-tu rentrée à Paris et tes yeux vont-ils mieux? Tu devrais profiter de l'absence de ta fille pour aller à Boigneville pendant un moment. Et papa, ses jambes, comment vont-elles? J'ai reçu sa lettre bien gentille. Ce pauvre père me demande plusieurs fois si je rentre bientôt. Serait-ce donc que mon vilain caractère lui manque? Et toi, ma petite chatte, tu t'ennuies de ta petite fille? Je suis bien sûre que non, vieille mégère. De mon pilotage, en ce moment, je travaille l'atterrissage, car je fais seul mes départs et ma tenue en l'air, ainsi que les virages. C'est formidable de délicatesse, tous les mouvements que l'on doit faire. Tout, dans l'aviation, est question de nuances que l'on ne sent que petit à petit. Vous voyez qu'on ressent à travers ces mots l'enthousiasme d'Hélène Boucher pour le pilotage. Alors, elle continue à apprendre à piloter. Alors ça, c'est bon, c'est la photo de l'extrait que je vous ai lu. Et on voit ici son carnet d'entraînement, puisqu'elle va être lâchée pour la première fois le 15 juin, et elle passera son épreuve de pilotage le 21 juin. Donc elle a appris vraiment très rapidement à piloter. Elle va avoir donc son brevet le 21 juin et on a là ici sa licence de pilote qu'elle obtient. Donc elle obtient son brevet avec 18h50 de vol, mais 159 atterrissages en double commande et 30 atterrissages seuls. Donc la voilà munie de son brevet de pilote. Alors là, on la voit ici, toujours à l'aéroclub de Mont-de-Marsan, avec une autre pilote, Adrienne Bolland. Adrienne Bolland, c'est donc cette fameuse pilote qui a été la première femme à traverser la cordillère des Andes le 1er avril 1921. Donc, on a fêté les 100 ans de cet exploit cette année. Alors, elle est très émue de rencontrer Adrienne Bolland et Adrienne Bolland lui fait aussi beaucoup de compliments. Donc là aussi, on a une lettre à ses parents où elle raconte son entrevue avec Adrienne Bolland. Dimanche dernier était le meeting et Adrienne Bolland, la première et meilleure des aviatrices françaises, comme j'espère vous le savez, est venue faire une exhibition. J'ai fait sa connaissance et juste le samedi, j'ai fait des atterrissages devant elle
et le dimanche matin, mes 8 devant elle. Elle m'a fait des compliments sans fin. Elle dit partout qu'elle n'a jamais vu une femme pilote piloter pareillement et m'a placée au point de vue pilotage carrément devant Maryse Bastier. Enfin, il paraît que si je veux, j'ai la plus brillante des carrières devant moi. Et déjà Bolland répandait partout le bruit que j'étais une révélation. La voilà qui se sent pousser des ailes, on pourrait dire. Alors, elle a donc son brevet et maintenant, son souhait, c'est d'essayer de vivre grâce au pilotage. Alors, elle va s'acheter un premier avion. C'est un avion Gypsy Moth qui est proche de celui sur lequel elle a appris à Mont-de-Marsan. Et donc, pour gagner sa vie, il faut qu'elle ait un brevet de pilote civil, enfin, qui lui permet de transporter des passagers. Donc, elle va entamer un certain nombre de parcours. Un premier voyage circulaire au mois de mars. Ensuite, un Tour de France en avril-mai. Et en juin 1932, elle a suffisamment d'heures pour obtenir ce brevet de pilote de transport public. Elle fait aussi un vol de nuit qui est nécessaire pour avoir ce brevet. Et donc, ce premier avion lui a permis d'avoir le brevet de transport public, mais n'est pas suffisamment puissant pour faire des vols beaucoup plus lointains. Or, elle veut se faire connaître et elle veut gagner sa vie avec l'aviation, donc il va falloir qu'elle trouve un avion un peu plus puissant. Elle va donc revendre cet avion, donc là on a quelques détails, à Charles Navard de Mont-de-Marsan. Et cet avion est revendu et il semble qu'il existe encore quelque part. Alors, deuxième avion. Donc, elle a revendu ce premier Gypsy Moth et elle va acheter un Avro Avion. C'est un avion anglais qu'elle va aller chercher à Croydon, en Angleterre. Mais cet avion ne lui portera pas vraiment chance. Alors voilà donc cet avion, ce deuxième avion. Donc vous voyez tout à l'heure il y avait une immatriculation qui commençait par F, maintenant ça commence par G, ce qui prouve bien que c'est un avion anglais. Alors il a une structure métallique qui est donc un peu plus résistant en termes de structure que le précédent. À la place du passager, il y a un deuxième réservoir d'essence qui va lui permettre d'aller beaucoup plus loin. Et donc, avec cet avion, alors par contre, cet avion, il a un moteur Cirrus Hermès de 105 chevaux, mais qui a une réputation médiocre. On verra par la suite qu'effectivement, cette réputation n'était pas voulue. Alors, elle commence à se servir de cet avion et elle va faire un rallye Cannes-Deauville. Donc, en partant de Cannes, elle essaye d'aller vers Deauville et elle va avoir un premier accident. Donc, son moteur va tomber en panne. Elle va réussir à atterrir une première fois, faire remplir le réservoir d'huile, pouvoir repartir, mais tout de suite en repartant, le moteur tombe en panne de nouveau et elle va s'écraser dans un bouquet d'arbres. Alors, heureusement, elle n'est pas blessée, mais vous voyez à droite l'hélice, ce qu'il en est resté après. Et cette hélice se trouve dans notre petit musée à Ermenonville. Alors, on voit ici donc l'avion. Vous voyez qu'il a quand même une allure pas très normale. Donc,
Hélène Boucher est sur le devant du camion, souriante après l'accident, puisque heureusement elle n'est pas blessée. Donc l'avion doit être renvoyé en Angleterre pour que l'aile soit réparée, le moteur aussi. Donc cet incident, c'était le 23 juillet 1932, près de Novella. Donc l'avion repart en Angleterre et au mois de septembre suivant, elle reçoit les factures. Alors elle a 110 livres pour la réparation de l'aile. Alors à comparer avec le prix de l'avion qui était de 450 livres. Donc de l'ordre de 40 000 francs de l'époque. Donc ce qui est quand même relativement important, plus 142 livres pour le moteur. Mais ces 142 livres à Cyrus Hermès, elle refuse de les payer puisqu'elle considère que le moteur n'était pas suffisamment en bon état la panne est due à un problème de moteur. Et d'ailleurs, elle mettra, c'est une histoire qui restera longtemps avant qu'elle ne soit réglée. Alors, heureusement, l'avion est réparé et la voilà qui commence à faire d'autres projets. Et donc, elle va faire un grand projet. Elle va décider de faire un rallye Paris-Saigon, qui est quand même, à l'époque, extrêmement important. Alors, c'est là qu'on commence à repérer ses qualités de femme d'affaires, excellente organisatrice, puisqu'elle va se contacter les différents ministères, les différentes ambassades pour avoir les autorisations de survol de tous les endroits où elle doit passer, essayer d'obtenir des subventions et chercher des sponsors. Elle va ainsi, si vous voyez sur le côté de l'avion, Foire de Paris. Elle va aussi obtenir un contrat avec la Foire de Paris pour partir à Saigon. Et de l'autre côté, on ne voit pas les deux en même temps, c'est le champagne Pommery. Donc elle emportera même quelques bouteilles de champagne à apporter à Saigon. Donc elle organise son voyage de façon très méticuleuse et la voilà partie le 13 février 1933. On voit sur cette carte quelques éléments du voyage. Donc on reconnaît, elle s'arrête d'abord à Pise, ensuite à Naples, après à Athènes, et puis ensuite elle part vers l'Orient et malheureusement elle va devoir s'arrêter à Bagdad. Alors puisqu'on voit la carte, je vous parle tout de suite de la suite. Vous voyez le trait qui se trouve vers le bas. Quand elle reviendra, elle passera par le sud de la Méditerranée et fera quelques escales en Afrique du Nord. Donc, à Bagdad, à côté de Bagdad, nouvelle panne, toujours à cause du moteur. Et elle va donc tomber en panne et être obligée de faire réparer l'avion. Alors, à ce moment-là, elle est encore confiante, puisque le 22 février, elle écrit à ses parents « Mes chers petits-parents, les voyages sont pleins d'imprévus. Me voilà à Bagdad pour quelques jours à cause d'un ennui de moteur. Tout va bien, le moral est parfait. Et j'ai enfin trouvé un pays où il fait un ciel merveilleux et un beau soleil. Mon moteur ne m'a pas plaqué du tout en l'air, mais je suis obligée de remédier à une petite avarie. J'espère que ce ne sera l'affaire que de quelques jours. Ça m'embête, car je vais mettre un temps infini pour joindre Saigon, mais je ne peux rien y faire. Il n'y a qu'un ennui dans ces pays. Cela sent atrocement mauvais. Et encore, ce n'est pas la saison chaude. » Donc vous voyez qu'à ce moment-là, elle a encore de l'espoir. Quelques jours, né le 22 février. Malheureusement, il s'avère que son avion, la panne est beaucoup plus importante et le moteur est fendu. Alors, dans un premier temps, l'avion
va être embarqué dans les locaux de la Royal Air Force, puisqu'à l'époque, ce sont les Anglais qui contrôlent le pays. Mais les Anglais ne mettent pas beaucoup d'énergie à réparer cet avion. Il faut attendre des pièces qui viennent d'Angleterre. Et au bout d'un moment, elle considère que vraiment, ils ne font pas les choses correctement. Elle va récupérer l'avion pour le confier à Air Iraq. Et elle aura vraiment l'impression que les Anglais lui mettent des bâtons dans les roues pour avancer. Alors, donc cela dure. Bon, vous voyez qu'elle a le temps, elle va passer un mois. Elle a le temps d'aller se promener en chameau, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'elle aurait aimé faire. Hein. Alors en fait, un mois après, on a une nouvelle lettre à ses parents qui là donne d'autres éléments. Mes chers petits-parents, vous avez sûrement eu la visite d'un monsieur de Saïgon qui m'a vu à son passage dans la semaine dernière et il a dû vous raconter, dans l'ensemble, tous les ennuis que j'ai eus. Il y en aurait des pages et vous pouvez dire à Perronnet qu'à mon retour, j'espère que sa plume me vengera un peu de toutes mes difficultés. Bref, ayant espéré jusqu'à maintenant continuer mon voyage, j'ai bien réfléchi depuis plusieurs jours et j'ai pris la grosse décision de rebrousser, décision que je fais connaître en même temps par une lettre personnelle au ministre. J'espère que c'est toujours le même. Les Anglais se sont montrés comme jamais je n'aurais pensé qu'ils pouvaient être. Enfin, pas tous, mais tout au moins ceux de la Royal Air Force. Mon avion sera prêt dans le milieu de la semaine prochaine et je reprendrai un chemin différent pour revenir, c'est-à-dire la côte nord de l'Afrique, le Caire, Benghazi, Tunis, Sicile, Italie. À part ça, ces cochons d'anglais me font complètement rater mon voyage. Avant de décider de rentrer, j'ai remué pendant des jours les raisons dans ma tête. Je vous expliquerai tout cela. La raison majeure est la saison très avancée. Je ne veux pas être coincée à Saïgon par la mousson. Quand je pense que si je n'avais pas eu devant moi ces salauds qui ont tout fait pour m'empêcher de continuer, sous des prétextes plus ou moins légaux, je serais maintenant en train de revenir. Enfin, c'est comme ça. Voilà, donc elle est vraiment désabusée à ce moment-là par l'attitude des Anglais. Alors, elle va rentrer, mais avant de partir, elle va quand même écrire une lettre au responsable de la Royal Air Force. Alors, cher Air Force Marshal, avant de quitter Bagdad, je veux vous remercier pour l'assistance qui m'a été donnée par la Royal Air Force. Et je pense que le meilleur moyen de le faire est de souhaiter que, si des pilotes anglais viennent en France et se trouvent en difficulté, ils reçoivent la même profondeur d'accueil et d'aide que j'ai reçue moi-même. On ne sait pas si les Anglais ont perçu l'ironie cinglante de cette lettre. Alors, la voilà donc qui rentre. Et cet avion, donc elle considère que c'est un avion maudit, elle a quand même plusieurs pannes, des accidents, donc elle va le revendre, elle n'en veut plus. Alors, elle se trouve pendant quelque temps sans avion, mais on va lui prêter un avion, c'est monsieur Mauboussin qui va lui prêter un Mauboussin Corsair de 60 chevaux, donc moins puissant, mais qui va lui permettre quand même de continuer à piloter, à faire quelques exploits. Alors voilà donc l'avion qui lui est prêté, et avec cet avion, elle va participer aux 12 heures d'Angers. Donc là, on est en 1933. Et alors, les 12 heures d'Angers, ce sont 3 manches consécutives de 4 heures. Habituellement, les pilotes font ça à 2 pilotes et se relaient. Mais Hélène Boucher va piloter seule, puisqu'elle a une passagère, mais une passagère Aimée Jacob, qui n'a pas encore son brevet de pilote. Et donc,
Hélène Boucher sera la première femme pilote à terminer ses 12 heures d'Angers. Donc, on la voit ici à la fin de ces 12 heures d'Angers, où elle est en compagnie de monsieur Fred Nicole, qui est le chef pilote de chez Mauboussin et de sa passagère. Alors, après, donc, avec ce raid à Saïgon, même s'il a été arrêté en cours de route, elle commence à avoir une certaine notoriété, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'articles de journaux sur ce raid. Et là, 12 heures d'Angers, donc première femme à terminer, elle a donc encore des articles de journaux qui vantent ses qualités de pilote. Elle va continuer à essayer de se faire connaître et elle va donc tenter un record d'altitude. Et donc elle va battre un record mondial d'altitude avec 5900 mètres. Alors vous imaginez, donc elle est à l'air libre. Elle va donc prendre une tenue la plus chaude possible, des bottes fourrées, un casque fourré, une combinaison. D'ailleurs, le casque et les bottes fourrées, ainsi que la combinaison, se trouvent dans notre petit musée à Ermenonville. Donc elle prend quand même la précaution de prendre une bouteille d'oxygène et elle va monter donc, pour battre ce record et elle réussit à aller jusqu'à 5900 mètres. Là encore, un article de journal, enfin certainement plusieurs, mais où elle raconte comment elle a réussi à battre ce record, donc en montant petit à petit, et là encore, sa notoriété continue à avancer. Alors, quand elle était aux 12 heures d'Angers, elle a rencontré Michel Destroyat. Michel Destroyat, c'est un as de la haute voltige. Et donc, elle va demander à Michel Destroyat de lui apprendre à faire de la voltige. Alors, Michel Destroyat va d'abord la tester, c'est-à-dire qu'il va l'emmener dans son avion faire un certain nombre de loopings relativement rapides pour vérifier qu'elle tient le coup. Et malgré ce moment quand même assez éprouvant, ça lui plaît et donc elle va commencer à prendre des cours avec Michel Destroyat. Alors, ensuite, Michel Destroyat, on le voit sur la photo de droite, donc c'est l'homme en combinaison, et il est à côté de Pierre Cotte. Pierre Cotte, c'est le ministre de l'Air de l'époque. Donc Michel Destroyat l'a emmené, donc on est le 3 août 1933, il l'emmène, non, je me suis trompée, pardon, on est le 15 août 1933 au meeting de Challes-les-Eaux. Donc cette fois, elle ne fait pas encore de la haute voltige, elle est encore l'élève de Michel Destroyat, mais bon, elle commence à progresser. Sur la photo de gauche, vous voyez Hélène Boucher dans sa combinaison qui est en train de parler avec Pierre Cotte, le ministre de l'Air, et le ministre de l'Air qui était lui-même pilote, qui l'encourage fortement à continuer. Alors là, c'est sa première exhibition. On est le 8 octobre 1933. C'est sa première exhibition de haute voltige à Villacoublay. Donc sur la photo de gauche, on la voit avec Vera von Bissing. Et sur la photo de droite, c'est Pierre Cotte, toujours le ministre de l'Air, qui félicite Vera von Bissing. Alors après ça, elle va s'acheter un nouvel avion qui est un Morane Saulnier, un avion qui va l'aider pour la haute voltige. Puisque maintenant, bon, elle a suivi les cours avec Michel Destroyat,
elle arrive à se débrouiller, elle commence à participer à des meetings, et donc elle s'achète un avion pour continuer à participer à des meetings de haute voltige. Et à partir de là, elle va avoir énormément de contrats, on va dire. Donc sur la photo de gauche, nous voyons un homme, c'est Pierre Sirbin. Pierre Sirbin, c'est son agent, son impresario, on dirait, qui va lui trouver un certain nombre de contrats pour l'engager. Elle va participer à beaucoup de galas, en Belgique surtout. Vous voyez, le premier gala des ailes franco-belges. Donc, ce sont des manifestations où souvent il y a un gala, un dîner de gala le samedi soir, et puis le dimanche, ils vont faire des loopings sur un terrain devant un public qui, à l'époque, est très intéressé par ce genre de choses. Donc, on voit plusieurs photos où elle est impliquée dans ces galas ou dans ces démonstrations. Et on a aussi au musée d'Hermenonville un certain nombre de coupes ou de médailles qu'elle a pu gagner en Belgique à cette occasion. Alors, Hélène Boucher, en plus d'être une pilote qui avait une certaine notoriété et qui réussissait dans la vie, était aussi une féministe engagée. À plusieurs reprises, dans des interviews, notamment il y a une interview quand elle fait son rallye Paris-Saigon, une interview à Athènes, où elle explique aux journalistes que finalement elle voulait montrer qu'elle était capable, en tant que femme seule, de faire un grand voyage, et qu'elle se sentait aussi, voire plus compétente que les hommes. Pourquoi pas? Alors, dans cet engagement, on a l'engagement avec Louise Weiss. Louise Weiss est une des personnes qui s'occupe le plus d'essayer de faire valoir le droit de vote des femmes. Donc, Louise Weiss va l'entraîner dans un meeting à Bordeaux avec deux autres aviatrices, donc Maryse Bastier et Adrienne Bolland, pour aller à Bordeaux et prononcer chacune des discours en faveur du droit de vote des femmes. Alors, quelques extraits de ce discours d'Hélène Boucher. On a l'impression que, quoi que nous fassions, nous avons l'air de sortir de notre rôle de femme tel que le comprenaient nos ancêtres. Et pourtant, le monde a évolué. Il y a tout de même une différence entre un Rafale et un char à bœuf. Nous pilotons des Rafales, mais nous restons des mineurs comme au temps des chars à bœuf. Donc vous voyez que elle défend son affaire en tant que féministe. Alors, ensuite, on arrive au moment où elle va commencer à piloter ce fameux Caudron Renault Rafale. Alors, elle va passer un test, enfin, c'est pas un entretien d'embauche, mais en volant, puisque elle est sollicitée par la société Renault. Alors, elles sont deux femmes à concourir, Maryse Hills et Hélène Boucher, pour être embauchée comme pilote chez Renault. Et donc, elle va devoir conduire le Caudron Rafale, et elle réussit cet examen, puisque bien que ce soit la première fois qu'elle pilote cet avion, elle le pilote de façon très positive, qui plaît au jury de chez Renault. Donc, elle est embauchée chez Renault et elle va recevoir un salaire mensuel de 2200 francs par mois. Bien que ses homologues masculins, eux, reçoivent 4400 francs. Alors, quand même, Renault lui fait quelques cadeaux et lui offre cette voiture Viva Sport, c'était le modèle de l'époque. Et ces photos sont intéressantes parce qu'elles ont été prises par le photographe Robert Doisneau. Et donc, sur la photo de gauche,
c'est la photo publicitaire et on a l'impression que la voiture est en pleine vitesse. La photo de droite, c'est le montage. En fait, la voiture était soulevée et était à l'arrêt. Mais bon, la photo a eu beaucoup de succès. Donc la voilà chez Renault. Alors là, on la voit devant ce fameux caudron Rafale. Et on la voit donc sur la photo de gauche. L'homme au chapeau, c'est Marcel Riffard. Marcel Riffard, c'est un ingénieur et c'est lui qui a dessiné le Rafale et aussi la voiture Vivasport d'ailleurs. Hein, c'est un ingénieur qui travaillait avec Caudron et qui travaille maintenant avec Caudron Renault et qui est vraiment très au point pour les dessins d'avion. Sur la photo de droite, ça se passe aux 12 heures d'Angers, donc la deuxième année en 1934, où elle est portée en triomphe après donc sa deuxième participation aux 12 heures d'Angers, où là elle finit deuxième, toujours en pilotant seul, hein, alors que la plupart des autres pilotent à deux. Alors, on retrouve là donc les records qu'elle a pu faire, dont on a parlé au début. Donc, le moment le plus important de sa carrière, où elle est au fait de sa notoriété. Donc, record sur 1000 km, à 2 reprises, hein, suivant évidemment l'avion, c'est pas tout à fait les mêmes valeurs. Et les fameux records, donc le 10 août, à 428 km/h et le 11, là quand elle a pu mettre les fanions et aller tout droit, à 445 km/h. Alors Hélène Boucher, on a dit qu'elle était féministe engagée. On a vu quand elle a organisé son voyage à Saigon qu'elle avait des grandes compétences d'organisatrice, hein, de ténacité. Et donc, on s'aperçoit que c'est une femme d'affaires, mais une femme d'affaires élégante. Hein, vous voyez que, d'ailleurs, nous avons trouvé dans les archives des factures de grands couturiers et des achats aussi de meubles et de tapis pour l'appartement qu'elle s'était acheté. À ce moment-là, c'est le moment donc, où elle participe à des concours, à des galas, et Pierre Sirbin, son agent, lui a fait gagner 36 000 francs dans l'année, qui quand même est une somme relativement conséquente. Alors elle va encore s'acheter un nouvel avion pour changer, mais pour continuer sa carrière, elle est au fait de sa carrière, donc maintenant elle arrive à gagner suffisamment d'argent pour pouvoir se payer un nouvel avion, et donc un Morane Saulnier qui lui permet donc à la fois de faire de la voltige et de participer à d'autres rallyes. Alors, on est au mois d'octobre 1934. Elle va partir au Portugal pour participer à Porto à un festival en l'honneur d'un pilote, Plácido d'Abreu, qui est décédé au mois de juin à Vincennes. Donc avec Michel Destroyat, l'épouse de Michel Destroyat, ils partent à 2 avions pour participer à ce festival et récolter des fonds pour aider la famille de Plácido d'Abreu. Pendant qu'elle se trouve au Portugal, elle va recevoir une invitation de la société Renault. Donc la société Renault l'invite à participer c'est son supérieur chez Renault, le commandant Dujoncet, qui l'invite à participer à un repas. Alors il lui écrit
Voulez-vous nous faire l'honneur de déjeuner encore avec nous, le jeudi 29, pour irradier de votre présence 100 Suisses qui viennent de Genève pour vous voir. D'autre part, je vous préviens que nous vous demanderons samedi après-midi, si le temps le permet, de bien vouloir faire une démonstration sur Rafale au terrain de Guyancourt. Donc la voilà invitée à revenir. Bon, de toute façon, elle avait prévu de revenir en France après ce festival au Portugal et de participer donc à ce repas et de faire une démonstration sur le Rafale. Alors là, on voit son carnet de vol. Nous avons retrouvé dans les archives tous ces carnets de vol et on peut suivre heure par heure tous les vols qu'elle a pu faire. Et donc là, on voit les derniers vols. Vous voyez Porto et à la fin Braga-Burgos. En fait, il se trouve que, donc le 25 novembre, il se trouve que le temps était vraiment très, très, très mauvais. Et donc après le festival à Porto, ils ont commencé à revenir. Elle a dû laisser son avion à Burgos et de rentrer en train à Paris pour participer à ce fameux déjeuner du 29 novembre. Et on ne voit rien derrière, c'est-à-dire qu'on va voir qu'après, elle va avoir son accident fatal. Alors voilà donc l'accident. Donc le 29, elle participe à ce repas avec les Suisses. Ensuite, elle va au salon de l'aéronautique qui se tenait au Grand Palais. Et dans l'après-midi, elle va quitter le salon de l'aéronautique pour aller s'entraîner sur le Rafale, puisqu'elle doit le lendemain faire une démonstration, mais elle veut s'entraîner parce qu'elle n'a pas piloté le Caudron Rafale depuis son record du monde du 11 août. Donc comme elle est très consciencieuse, elle veut faire les choses comme il faut, elle veut s'entraîner une nouvelle fois. Malheureusement, il fait très très mauvais, il y a beaucoup de brouillard et beaucoup de personnes vont lui déconseiller de faire ce vol. Mais donc elle va quand même vouloir le faire. Et donc elle va prendre son avion et le fameux Caudron Rafale. Donc elle décolle, mais très vite elle se rend compte que la visibilité est très mauvaise et elle veut revenir. Donc elle va chercher à atterrir et la première fois, comme elle voit très très mal, elle s'aperçoit en approchant de la piste qu'elle est trop loin. C'est-à-dire que si elle continue, elle va s'écraser dans les arbres. Donc elle repart. Donc là, elle n'avait pas encore énormément ralenti, donc elle peut repartir sans difficulté, faire le tour et revenir pour se poser une deuxième fois. Mais la deuxième fois, elle s'aperçoit qu'elle est trop courte, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être vraiment sur la piste. Et à ce moment-là, elle a déjà sorti ce qu'on appelle les volets d'intrados qui aident à une portée meilleure à faible vitesse. Il se trouve que le Rafale était un avion qui avait une très mauvaise portance à faible vitesse. Il était fait pour la vitesse, donc en dessous de 140 km/h, il volait très mal. Donc elle s'approche, mais elle est vraiment trop loin et elle décide de remettre les gaz assez brutalement alors qu'elle n'allait pas très vite. Et là, effectivement, ça se passe mal, puisque l'avion se retourne, fait un demi-tonneau, et elle va s'écraser dans les bois. Alors, elle s'écrase à un lieu dit la Croix du Bois, qui se trouve à côté de Guyancourt, sur le territoire de la commune de Voisins-le-Bretonneux. Donc, on est le 30 novembre. En même temps, c'est le salon de l'aéronautique au Grand Palais. Et très vite, des témoins ont entendu le bruit du moteur et se sont précipités. Et donc, au salon de l'aéronautique, l'annonce va être faite
de son accident. Et ils vont mettre en place un livret de condoléances, livret que nous avons récupéré dans notre musée et où énormément de personnes qui se trouvaient au salon vont venir mettre un hommage. Alors, elle ne décède pas tout de suite, elle est emmenée en ambulance pour l'hôpital de Versailles et elle va décéder dans l'ambulance. Alors, une fois son décès annoncé, elle va être citée à l'ordre de la Nation le 2 décembre. Le 4, la Légion d'honneur va lui être attribuée à titre posthume. Et elle va être la première femme à avoir un hommage national aux Invalides. Donc là, on voit la photo dans la cour des Invalides. Ensuite, le convoi va se diriger vers la commune de Yermenonville. Et là, on voit ici, donc devant la petite église de Yermenonville, une foule vraiment très impressionnante, puisque elle était extrêmement connue, extrêmement célèbre. Et donc, de nombreuses personnes ont participé à cet enterrement. On a retrouvé 2 cartons avec des centaines de cartes de condoléances, et notamment, alors évidemment, Louis Renault, Michel Destroyat, enfin bon, tous les pilotes, mais aussi Jean Moulin. Jean Moulin, qui était le chef de cabinet du ministre. Alors, on pense qu'il ne connaissait pas personnellement Hélène Boucher, puisque bon, on a juste trouvé une carte sans mots, on va dire, personnels. Mais Jean Moulin a dû assister aux obsèques d'Hélène Boucher. Alors, donc, le convoi messe à l'église. Sur la photo en bas à gauche, vous voyez Monsieur Boucher, Léon Boucher, le père d'Hélène, qui a été très très affecté par ce décès, bien sûr. Et donc la cérémonie au cimetière de Yermenonville. Alors, dès le lendemain, une souscription nationale va être lancée pour édifier un monument funéraire pour Hélène Boucher. Donc, souscription nationale, c'est Michel Destroyat qui va gérer cette souscription. La commune de Yermenonville va offrir le terrain au cimetière. Et donc, un an après, très exactement, le 30 novembre 1935, le monument funéraire va être inauguré à Yermenonville. Alors, vous voyez au milieu un buste. Donc, c'est un buste en bronze. Et là, c'est le père c'est les parents d'Hélène Boucher qui ont fait faire ce buste en bronze, qui est vraiment très ressemblant par rapport aux différentes photos qu'on a pu avoir. Buste en bronze, on en reparlera tout à l'heure, qui malheureusement a été volé en 1998. Alors donc, monument installé un an après. Et là, on a, qui est sur le monument aussi, en bronze aussi, un élément qui a été offert par l'aéroclub des Landes, puisqu'elle avait là aussi laissé un souvenir très important dans cet aéroclub où elle avait appris à piloter. Alors voilà donc Hélène Boucher, sa carrière courte mais brillante, et elle a laissé vraiment un souvenir très très important, puisqu'on trouve quand même beaucoup de rues, de collèges, de lycées au nom d'Hélène Boucher. C'est quelqu'un qui a laissé une trace vraiment importante dans l'histoire. Alors, dernier petit élément, je vous ai dit que le buste en bronze avait été volé. Et donc, notre association, on a créé un espace muséal, on a fait des expositions sur les femmes pilotes, et on aimerait bien reconstituer ce monument tel qu'il était autrefois. Alors,
on a récupéré le modèle en plâtre de ce buste. Nous l'avons fait restaurer par un sculpteur et on voudrait faire un buste en résine. Bon, ça coûte 10 fois moins cher que le bronze. Et puis surtout, on espère qu'il ne sera pas volé puisqu'il n'a pas de valeur. Donc si jamais vous souhaitez participer, on a mis des petits papiers, on a lancé une souscription. Voilà, merci pour votre attention. Alors, si vous avez des questions. J'aurais une question. Si elle avait vécu, si elle n'était pas décédée en 35, pardon, elle aurait pu jouer un rôle dans le ministère de Côte pendant qu'on populait. Oui, exact, parce que Adrienne Bolland a joué un rôle. Adrienne Bolland a participé avec son mari Ernest Vinchon et Jean Moulin et Malraux à l'aide des Espagnols pendant la guerre d'Espagne. Il y a une autre question, madame. Concernant Pierre-Cot, vous avez parlé tout à Oui. l'heure. Est-ce qu'il n'a pas été avec Jean Moulin, justement, au moment de la guerre Oui, oui. Je crois. Oui, oui. Il a été. Justement, tout ça arrêté. C'est pour ça qu'il était certainement à l'enterrement aussi. Ah non, puisque c'était avant. Non, alors. Non, le ministre, quand elle est décédée, c'était le général Denain. C'est-à-dire que Pierre Cot a été avant, après ça a changé, et il est revenu, et effectivement, il a travaillé avec Jean Moulin sur le développement de l'aviation populaire, un peu plus tard. Et là, Adrienne Bolland a pas mal participé à ça. Donc on peut imaginer que Hélène Boucher aurait pu y participer si elle avait vécu jusque-là. Oui, j'ai une question. Oui. Parmi les sources d'archives que vous avez, est-ce que vous avez une correspondance suivie avec sa famille? Alors, on a 18 lettres qu'elle a écrites à sa famille quand elle était à Mont-de-Marsan. Ouais. On a le compte-rendu manuscrit de son périple pas à Saïgo, mais jusqu'à Bagdad, dont plusieurs lettres à ses parents quand elle était à Bagdad, donc je vous ai lu des extraits. On a des courriers d'échange avec Cyrus Hermès par rapport à ses problèmes d'avion et de moteur, des courriers avec Renault. Alors, bon, on n'a pas tout, mais on a quand même pas mal de courriers manuscrits. Il n'apparaît rien de son opinion sur la situation internationale de l'époque, parce qu'on est quand même dans les années 30, Oui. 40. Non, On n'a pas trouvé, hein. Enfin, je n'ai pas souvenir. Attendez, je vais demander, on était deux à chercher, alors peut-être que... Non, juste un mot, mais elle a côtoyé des gens extrêmement différents. Bien sûr, Pierre Cot, qui était très engagé à gauche comme Jean Moulin, mais elle était aussi très amie avec le pilote Mermoz, qui lui avait des idées carrément d'extrême droite. Chez Renault, bon, Louis Renault n'était pas un grand gauchiste, hein, ça tout le monde le sait. Et son supérieur direct chez Renault, Christian Dujanché, celui qui a écrit la fameuse lettre où l'invite à déjeuner, était quelqu'un qui était plutôt royaliste, d'extrême droite, et qui a fini pendant la guerre par s'engager du côté des Allemands en Afrique. Vous voyez, elle a côtoyé toute la palette politique, en quelque sorte. Évidemment, toutes ces orientations politiques se sont surtout révélées après, mais dans tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a dit, les seules choses politiques qu'elle ait pu dire, c'est le manifeste féministe. Bon, et elle a réussi à avoir des liens quand même assez cordiaux avec des gens d'horizons politiques très, très différents. Voilà. Mais bon, c'est aussi quelqu'un, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, je vais vous le dire, j'y tiens beaucoup, qui suscitait un sentiment de sympathie assez spontanément. Michel vous a parlé tout à l'heure de son accident après-midi là dans la Nièvre.
Bon, l'avion était cassé, machin, etc. Et elle a passé la nuit dans un hôtel, l'hôtel de la Poste à Prémery, et qui était tenu par un couple, monsieur et madame Aria, qui était assez connu dans la région. Et ce qui est assez formidable, c'est que dans les nombreux petits mots de condoléances qui ont été déposés lors de l'hommage qui a été rendu aux Invalides, j'ai trouvé un petit bout de papier, vous savez, arraché sur les carnets où on prend les commandes dans les restaurants, quoi. Je ne sais pas si c'est Pernod Ricard ou un truc comme ça qui est marqué sur le côté. Et alors, monsieur et madame Aria sont venus, donc ils l'avaient juste croisé une soirée à dîner à Prémery, et ils sont venus donc à peine 2 ans plus, même pas, 1 an plus tard à son enterrement aux Invalides, en mettant un petit mot extrêmement aimable, monsieur et madame Aria, en souvenir d'Hélène Boucher, sur un, voilà, ils n'avaient pas de carte de visite, hein, c'était des gens de la campagne, il a mis, voilà. Moi, ça me paraît très révélateur de la sympathie qu'elle devait susciter, parce que finalement, quoi, elle a juste dîné chez eux. Alors, c'était quelqu'un qui aimait bien manger, bien boire, elle se tenait bien à table et ça plaisait beaucoup. Donc vous avez trouvé que c'était une bonne cliente et vous avez gardé un bon souvenir. Voilà. Au niveau sentimental, on ne connaît pas d'aventure. Aucune trace. Aucune trace. Ça ne veut pas dire que... Oui. Pas de trace. Elle avait, à part un sponsor que vous avez cité, la Foire de Paris, d'où tirait-elle ses revenus pour... Enfin, des galas qu'elle a fait. Au départ, elle a été aidée par sa famille au départ. Son frère. Et par son frère, beaucoup. Et puis, à un moment donné, il y a un des avions, Michel Destroyat, son moniteur, l'a aidé aussi, lui a prêté de l'argent. C'est-à-dire, une fois qu'elle a fait les galas, donc en 1934, là, bon, elle avait vraiment de l'argent. Mais au début, elle a été aidée. Bon, par exemple, quand j'ai parlé de Maubusin, qui lui a prêté un avion, elle avait des contacts qui faisaient que les gens croyaient dans sa notoriété de pilote, et elle avait des prêts et des aides assez importants. Puis après, bon, elle a pu rembourser et gagner sa vie. Je peux dire une chose horrible. N'écoute pas. Je veux dire une chose horrible, mais, et ça a été, c'est des propos qui ont été rapportés. C'était vrai pour Mauboussin qui lui a prêté un avion, mais c'était ensuite vrai pour Caudron Renault quand ils l'ont embauché. Leur idée, c'était qu'en confiant des avions comme ça à une femme, c'était une excellente publicité. Avec ces propos rudes, que, après tout, si une femme peut y arriver, ça prouve bien que n'importe qui peut piloter ce genre d'avion. Voilà ce qui a été dit. Bon. Et donc, les gens qui l'ont aidé, enfin, Mauboussin en particulier, qui lui a prêté un avion, Caudron Renault qui l'a embauché, ils y trouvaient aussi leur intérêt, bien évidemment. Alors, sur les aspects financiers, bon, c'est très indiscret, mais on a retrouvé son carnet de chèques, ses relevés de banque. Et donc, en 1934, quand elle gagnait de l'argent, elle a versé de l'argent à son frère en particulier. Elle a remboursé 50 000 francs à son frère, ce qui était une somme, à l'époque, très, très importante. Donc, son frère l'avait aidé. Et si vous vous souvenez de la photo qu'on voit au cimetière, avec un homme et une femme, c'est M. Van Mullen qui est là. C'était un ami entrepreneur en bâtiment, un ami de son père, qui était architecte, et manifestement, il l'a aidé financièrement. On a même retrouvé un projet, mais qui n'a pas eu lieu, enfin qui n'a pas pu aboutir. Il était prêt à lui payer une sorte d'assurance vie en cas d'accident, et puis l'affaire ne s'est pas faite, elle s'est tuée avant. Donc il y a tout un ensemble de gens qui, soit par amitié, soit par intérêt, l'ont soutenu, soit financièrement, soit en prêtant des avions comme Mauboussin. Il n'y a pas de souvenir de l'école à Ermenonville, ou des photos, ou des... Non. De l'école? Non, de l'école, non. On a quelques photos d'elle, mais pas à l'école de Ermenonville. Des photos de classe, mais ailleurs, quand elle était encore à Paris. Vous nous avez parlé de courrier beaucoup de fois. Oui. C'était normal au bout d'un moment que vous ayez une question d'un philatéliste. Ah. Est-ce que les enveloppes
ont été conservées, Non. ou est-ce que le courrier a été écrit sur des feuilles volantes affranchies? Non, ce sont des feuilles, enfin, il y avait des enveloppes certainement, puisque sur les lettres qu'on a, il n'y a pas d'affranchissement, mais les enveloppes n'étaient pas dans les archives. On a des télégrammes, avec un certain nombre de tampons, mais pas d'enveloppe. En froissant? Oui. Je vous reconnais, monsieur Ross. Qu'est-ce qu'il y a à Chartres comme rue? Il y a une rue Il y a le Boucher. collège Il y a le Hélène collège. Boucher. Rue, j'avoue, Charles. Il y a une rue aussi. Il y a la rue, il y a l'impasse. Il y a une rue et puis voilà. Une rue, l'impasse. À Charles. Il y a une Montpoileau. il y a une rue à Yarmenonville, bien sûr, Ouais, et une école. à Chartres, j'ai appris à piloter, moi, sous le hangar Hélène Boucher, le long de la Nationale 10. Ah oui. Il y a un monument. Elle s'est posée plusieurs fois. Elle s'est posée, oui, plusieurs fois à Chartres. Les pistons durs de la base aérienne. D'autres questions? Il y a Madame Monory à Chartres qui fait beaucoup de voltige. Oui. Et vous parliez tout à l'heure du père d'Hélène Boucher qui était architecte. Alors tout ça n'a pas des Dominique. rapports entre des architectes et puis l'aviation. Oui, non, de Dominique, c'était un deuxième mariage. Hein. Enfin, le père d'Hélène Boucher donc, était architecte. Il a dessiné plusieurs monuments aux morts, dont celui de Chartres, celui d'Yermenonville, mais pas, contrairement à ce qui se disait dans notre village, pas celui du monument dédié à Hélène Boucher. Au moment de la mort, il a été très très affecté et on pense qu'il a fait une sorte d'AVC d'après les lettres qu'on a retrouvées de sa femme. Et c'est un autre architecte, Letellier, qui a dessiné les plans. Et donc on a retrouvé les plans originaux du monument, et donc dessinés par l'architecte Letellier et le marbrier Guimard, je crois. Guilbard, voilà, Guilbard. Je cherchais un Guy. À quel moment peut-on visiter le musée? Alors c'est sur demande, en fait. Il se trouve que c'est un petit musée, hein, qui se trouve dans la salle municipale de la mairie. Et donc, on a l'adresse ami-d'Yermenonville, gmail.com. Et si vous nous écrivez, on reçoit des groupes. Hier, on avait un groupe à qui on a fait visiter le musée. On peut faire un tour aussi au cimetière. Et nous avons aussi dans notre village un parcours historique qui permet de visiter le village en racontant l'histoire du village du néolithique au XIXe siècle. Et l'église qui a aussi un certain nombre d'éléments intéressants. Voilà, donc on fait tout ça sur demande. Il n'y avait pas eu de piste autour de Yermenonville Non. Elle s'est jamais posée. Non. Posée à Chartres. Non, elle s'est posée à Chartres, mais Yermenonville, vous savez, c'est tout petit, hein, il y a 600 habitants. On a vu des pistes de meeting aérien en pleine de Beauce. Oui, ça aurait pu, mais bon, ça ne s'est pas fait là. Le plus près, c'est Bayeux, mais qui a été construit. Oui, c'est beaucoup plus tard à Bayeux, hein, ça n'existait pas du tout à l'époque. Hein. Bayeux, c'est des années 60, 70. Parmi les éléments historiques à savoir, c'est que la tombe d'Hélène Boucher se trouve exactement sur le passage de la rivière de Jouy, qui passait exactement dans le cimetière, tout près de la tombe d'Hélène Boucher. C'est quoi cette rivière? La rivière de Jouy, si vous savez, c'est le détournement de l'air qui était nécessaire à Louvois pour alimenter le canal de Galardon, qui n'avait pas assez d'eau en été. Et donc il fallait trouver un moyen d'apporter de l'eau au canal de Galardon, qui emmenait les matériaux de Galardon jusqu'à Machenon. Et donc la rivière de Jouy a été prendre l'eau à la sortie de Saint-Pré,
au Moulin de la Roche, et donc l'emmenait en passant, en gros, où est la ligne de chemin de fer actuelle, Paris-Matenod-Chartres, et après retournait à la butte au canon, retournait sur les flancs dans la vallée d'Avoise, et rejoignait le canal à Bayeux. Et donc ce canal, cette rivière de Jouy, passait exactement sur la tombe d'Hélène Boucher, à quelques mètres près de la tombe d'Hélène Boucher. On n'avait pas eu cette Et information. c'est vérifiable parce que vous avez des photos aériennes où on distingue le tracé de cette ancienne rivière de Jouy qui a laissé des traces, encore à l'heure actuelle, ça fait 300 ans, hein, et on voit très bien que ça passait juste dans le cimetière. On voit la trace quand on va juste dans la route du chemin blanc, juste en face, il y a le Ah oui. petit bois. Et le petit bois, c'était la rive de cette rivière. Et la butte des canonniers, il y a encore un fossé qui est un morceau de cette rivière de Jouy. Alors, un petit détail supplémentaire. En face de la tombe d'Hélène Boucher, il y a le tombeau il y a la tombe de Gus van Dongen, qui était la femme du peintre Van Dongen, et sa fille Dolly Van Dongen, qui était une amie d'enfance d'Hélène Boucher, qui a voulu se faire enterrer en face de son amie. Quand est-ce que vous pensez aboutir dans votre... Ah non, écoutez, on l'a lancé il y a 10 jours. Ah oui. Alors bon, pour l'instant, C'est timide. 3 000 euros. il faut qu'on trouve 3 000 euros. C'est à peu près le devis que nous a fait le sculpteur. Il faut que la presse fasse connaître. Écoutez, si Dans on les peut... visites, il n'y a pas un menhir qui est sur la route de Yarmenonville à Soulaire? Non. À Soulaire Non, il y a un menhir. À changer. Qui a été relevé, qui a été remis. Ah, non, c'est un faux là. À la Pierrefitte, il y a un dolmen. Il y a 20 ans, il y a eu quelque chose. À la Pierrefitte, il y a eu des... Donc c'est au-dessus d'Hermenonville. Il y a eu des fouilles et il y a un dolmen qui a été mis. Voilà. Ah, madame. Il y a eu un film en noir et blanc qui est sorti dans les années 1950, je suppose, après la guerre, sur Hélène Boucher. Et jamais je n'en ai entendu parler. Horizon sans fin, ça s'appelle. Ah, peut-être. Horizon sans fin. On le trouve en DVD. Alors, par contre, il y aura un documentaire qui va bientôt sortir sur Hélène Boucher, puisque on a rencontré un cinéaste qui s'appelle Mike Baudonc, qui a commencé un documentaire, donc a fait un certain nombre d'interviews dans notre village, et qui a fait une reconstitution de la scène du meeting de Bordeaux avec Louise Weiss et Hélène Boucher au théâtre de Châteaudun en costume. Et donc ce documentaire va passer sur France 3 début avril. Faites-le connaître. Dès qu'on aura la date, on transmettra à la SAEL. Mais il y a 2 ans ou 1 an et demi, il y a eu un documentaire mais naturellement, comme d'habitude, en 2e ou 3e partie de soirée, avec 2 autres animatrices. Il y a eu un autre documentaire, donc avec Adrienne Bolland. Elles avaient des ailes ou quelque chose comme ça. Et Maryse Bastier. Oui, parce qu'on avait été contactés pour prêter des photos. Et c'est le seul document où l'on entend parler Jean Moulin. Il ne parle pas à Hélène Boucher, je crois qu'il parle avec Maryse Bastier. C'est le seul où on l'entend. On fera peut-être un festival. On espère, si tout va bien, pouvoir faire un festival de Il films. faudrait déjà que les gens de Chartres sachent qui est Hélène Boucher. Vous savez maintenant. Ah, mais moi je ne suis pas de Chartres, mais je sais qui est Hélène Boucher. Bon, Oriol,